Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'actualité. Voici les titres. Et si la gouvernance talon m'était expliquée après Bantais, cap sur Savet, l'itinérance d'explication du porte-parole du gouvernement se poursuit au cœur du Bénin. Wilfried Léandre Ngweji alterne pédagogie et écoute. Attention aux usurpateurs de titres. Au Bénin, il ne fait pas bon détourner le titre d'architecte pour exercer dans l'illégalité. Les vrais professionnels passent à l'offensive pour arrêter la pagaille. À l'étranger, écho des attentes de jeunes Sénégalais face aux législatives. Guerre en Ukraine, Berlin s'inquiète de la transition aux États-Unis. Commémoration de l'armistice du 11 novembre à Paris, messe en mémoire des migrants. Voilà les titres. Le développement, tout de suite. Je l'ai annoncé en titre après Bantais. Savet accueille l'exercice d'explication de la gouvernance talon entrepris par le porte-parole du gouvernement à travers les contrées du Bénin. Wilfried Léandre Ngweji tente d'apporter des explications à l'action gouvernementale, mais il prête d'abord surtout attention aux doléances élevées par les citoyens au cœur du Bénin. Face au porte-parole de l'action gouvernementale, autorités locales, cadres natifs de Savet et bien d'autres acteurs locaux. Écho avec Pierrette Adamossi et Cadnel Capo. Ce qui est prévu pour Savet sera fait. Des mots d'assurance du porte-parole du gouvernement qui donne le sourire aux Tchadais venus nombreux à cette séance de vérité. Mais au-delà de tout, Savet reconnaît et salue les actions de l'exécutif qui l'ont transformé en 8 ans. Comment ne pas évoquer la construction de notre majestueux hôtel de ville qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Tchadais où qu'ils se trouvent. Les importants travaux routiers réalisés, notamment sur les axes Savet-Ketou et Savet-Okeo. Dans le domaine sanitaire également, la construction de l'hôpital de zone Savet-Ouessé est devenue une réalité patente. Nos quartiers et villages se sont par ailleurs métamorphosés grâce à la densification du réseau électrique ainsi que le réseau de la solaire. En dépit de ces pas de géant posés par le gouvernement à Savet, la population a toujours la main tendue. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le chômage, l'accès au microcrédit et surtout la succubée. Il faudrait qu'ils travaillent sur ça. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui, ces gens sont à la maison. Par rapport à la fermeture de Succubé, il m'a rassuré qu'ils sont en cours, qu'il va voir le ministre de Commerce. Arrivé à Cotonou, qu'il va voir le ministre, s'il va le ministre, donc c'est sûr qu'on aura un bon résultat. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Okpara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. S'il y a une doléance qui est beaucoup revenue dans les échanges, c'est la libération des enfants de Savet encore en prison pour leur implication dans des violences électorales. Leur libération serait vécue comme un événement majeur qui soulagerait les populations et permettrait à Savet de tourner définitivement la page de cette douloureuse parenthèse de son histoire. Les arrêtés sont déjà sortis. Les autres dont les cas sont à l'étude, une fois que ce sera fini, s'il y a des mesures que le président peut prendre pour leur permettre de retourner dans leur famille, en espérant qu'ils ne vont plus jamais recommencer ces fautes, ces erreurs, même s'ils sont induits en erreur par des plus grands, on espère que cela n'adviendra plus. Vous êtes jeunes et les problèmes des jeunes sont un problème parce que ce n'est pas la première fois que vous remontez à tous les ministères ce qui vient des jeunes, ce qui vient des populations, pas que les jeunes, ce qui vient de toutes les populations, mais qui est remonté vers son excellence le président Patrice Talon. À la fin de la séance, tout le monde est visiblement satisfait. Franchement, c'est une joie immense
Et ce qui s'est passé aujourd'hui à Savès, c'est inédit et nous remercions le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement promet de revenir à Savès dès que le besoin se fera sentir. Wilfried Léon-Boudi dans un exercice inhabituel de langue locale. Parlant d'action gouvernementale, il y a un chantier impossible à rater qui se dresse entre la place des Martyrs et le Palais des Congrès. Il s'agit des futurs immeubles administratifs rutilant de mille feux la nuit. Les Cotonois témoins du spectacle sont tout sauf indifférents. Voici quelques regards de citoyens captés par Ginelle Afouda Monsi-Aboka et Bernard Diobé. C'est un joyau pour le Bénin. Moi, c'est un joyau. Je passe devant le Palais des Congrès, je vois ces bâtiments, ces tours qui sont vraiment présentables. Je remercie le gouvernement, ils ont fait l'effort de construire de beaux bâtiments. Je les remercie. Je suis persuadé que ce plan est acceptable. Et il me serait difficile de dire au bout de ce micro qu'il y a des Béninois qui vont contester, rejeter ce bienfait. Tout serait centralisé et les démarches à mener seraient dans le même emplacement. C'est très bien. Très utile. Moi, j'apprécie ce projet parce que ça va réduire les tracasseries. Parce que lorsque vous voulez faire maintenant des papiers et dans des ministères, vous êtes obligé de courir entre ministère et ministère. Alors que ce joyau maintenant, vous pouvez faire vos papiers en un seul endroit. Moi, je vois que c'est très bon. C'est bon pour notre pays. Il faut que les gens encouragent ça, c'est bon. D'un chantier à d'autres, allons voir se réaliser sous la conduite du ministère des Sports. Mais pas que. Au-delà des infrastructures sportives érigées, c'est 8 ans de performances diverses réalisées dans différentes disciplines qui sont passées au crible, non sans quelques couacs sujets à correction, notamment sur le stade JMK, entendez Général Mathieu Kérékou. Retour sur le bilan effectué par le ministre Benoît Dato lui-même, c'est avec Gloria Oni. Un engagement sur plusieurs fronts, une ardeur inaltérable pour un sport plus compétitif sur le plan international. Les efforts pour le développement harmonieux du sport national sont sans cesse croissants. Vous vous souvenez qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes était faible. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives, et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour l'efficacité du programme des classes sportives nécessitent des subventions émanant de l'État. Ça permettra à tout le monde de se mettre au travail, à tout le monde d'être discipliné et à tout le monde d'être correct et de savoir comment utiliser cette subvention-là. À partir de maintenant, chacun sait déjà sur quoi, par rapport à quoi et en fonction de quoi il sera évalué pour la subvention de 2025. Donc chacun déjà enverra ici en 2025 peut déjà se faire une idée de ce qu'il attend. Le déclassement du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou relève de la non-conformité de la pelouse, la non-uniformisation de l'intensité de la lumière dans les différentes zones de la pelouse et bien d'autres raisons techniques. Pour pallier ces observations,
Les dispositions sont mises en œuvre en collaboration avec le concessionnaire, la Caisse nationale de sécurité sociale, et le contrat est en cours de signature avec les prestataires chargés de réaliser les travaux. En l'état, il faut que les exigences de la Confédération africaine de football soient respectées avant que notre stade soit à nouveau apte à accueillir les spectateurs pour de beaux matchs. De nouveaux joyaux sportifs vont voir le jour et cette fois-ci vont répondre aux critères de sécurité, de capacité d'accueil et de confort. Les travaux de construction des académies sont en cours de finalisation. Il y aura bientôt une académie à caractère national intégrée dans le programme global de Seme City. Dans cette académie, on aura, outre les principales disciplines, une académie de tennis avec des cours en terre battue, en dur et en gazon. Il y aura 2 académies régionales, dont une à Parakou et l'autre à Porto Novo, et puis une académie de jeunes filles à Lokossa. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national et plus de 3 milliards de francs CFA sont déboursés chaque année pour la constante performance des équipes nationales. Et à propos de performance et de touches professionnelles dans la construction des infrastructures, qui fait quoi comme architecte? Eh bien, l'Ordre national des architectes et des urbanistes sonne l'alerte et prévient. Au Bénin, les usurpateurs de titres d'architecte courent de gros risques. Ils ne pourront plus continuer à exercer dans l'illégalité et dans l'impunité. Les vrais professionnels annoncent des mesures destinées à arrêter la pagaille. Ils étaient face aux médias dans la maison des bâtisseurs à Glanganda, tout un symbole. Le reportage de Reus Danondé est éloquent. Les architectes et urbanistes du Bénin sont victimes d'usurpation de leurs titres. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin donne l'alerte et fait l'état des lieux de l'exercice illégal de la profession. Au Bénin, l'usurpation du titre d'architecte est assez courante. Au sein des coupables, on retrouve des autodidactes, des techniciens de génie civil en bâtiment, et même des ingénieurs qui sont compétents, bien entendu, dans leur secteur, mais qui n'ont rien à voir dans le secteur de la conception architecturale et pourquoi pas urbanistique. Au niveau du respect des normes de construction, au niveau de la fonctionnalité des bâtiments ainsi projetés, au niveau du confort et de l'esthétique, de la projection des villes, etc. Cette conférence de presse est l'occasion de sensibiliser le public et les autorités sur les enjeux liés à cette problématique. Nous souhaitons également rappeler l'importance de la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme, de même que la nécessité d'une vigilance collective pour protéger notre profession. Face à la croissance démographique et le désir de chaque Béninois de construire sa maison, les architectes et urbanistes sont en sous-nombre. Et plus de 90% d'entre eux exercent dans les grandes villes. Mais ceci ne saurait justifier l'usurpation du titre et l'exercice illégal de la profession. La profession d'architecte en République du Bénin est bien régie par des textes. Et quiconque sans titre s'est immixé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou a fait des actes d'une de ces fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. À la suite de cette conférence, l'Ordre entend réprimer toute action qui sera posée en violation de ces dispositions. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin annonce des descentes inopinées sur des chantiers et au contact des populations pour mieux faire connaître la profession. À bon entendeur, retour d'Aglanganda à Cotonou au Palais des Congrès où la semaine du numérique 2024 de cette année s'enrichit d'un bouillonnement nourri de panels, des rendez-vous qui ouvrent des perspectives sur des pistes face aux défis de l'hyperconnectivité. Alain Sochoumain, François Zinsou ont suivi l'un des panels dédiés à l'enjeu. Dans l'après-midi du jeudi, le public a eu droit à un panel de discussion axé sur les médias et leur régulation à l'ère du numérique.
Au Bénin, aujourd'hui, nous avons les tests qu'il faut pour encadrer la régulation. Nous avons parlé du code de l'information et de la communication, ce code qui est appliqué aux journalistes en cas de dérapage. Nous avons le code du numérique. Ce code, même si vous n'êtes pas journaliste, comme on le dit, influenceur ou créateur de contenu, il y a des dispositions dans ce code du numérique là qui permettent de sanctionner des infractions commises par le biais des communications électroniques. Vous avez une liberté d'opinion, vous avez une liberté d'expression, mais vous n'avez pas le droit, pensant exercer cette liberté-là, de nuire à autrui. Des échanges avec le public, il apparaît que les nouveaux défis auxquels font face les médias appellent à la relecture du code du numérique et une formation plus accrue des journalistes. Le législateur du code du numérique, dans son article 650, alinéa 3, dispose que celui qui publie une fausse information peut être sanctionné par la peine d'emprisonnement et par des amendes. Voilà que vous l'avez dit, il faut informer. Et on a constaté que parfois cet article est utilisé pour, je ne dirais pas harceler, mais c'est comme une épée de Damoclès sur la tête du professionnel des médias. Et il peut se retrouver qu'on l'accuse de fake news et il va se retrouver en prison. Alors, il s'agira pour les législateurs de voir dans quelle mesure on peut éventuellement retoucher l'article 150. Je pense, moi, pas que on doit sortir tout ce qui est activité journalistique du code du numérique. Pourquoi? Parce que le test naturel des journalistes, c'est le code de l'information et de la communication. La Semaine du numérique, édition 2024, est un espace où professionnels, étudiants et autres acteurs du secteur confrontent les idées pour que le Bénin tire une meilleure partie de cette révolution qui s'opère dans le secteur du numérique. Penchons-nous sur ce fonds Crédit Culture UEMOA, créé pour soutenir les industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. Ce fonds a été créé pour pallier au manque de financement du secteur culturel, reconnu pour son fort potentiel économique et social. Voyons-en les enjeux et les perspectives avec Marcela Rossi. 20 milliards de francs CFA pour une phase pilote de 3 ans. L'UEMOA, avec son fonds Crédit Culture, espère non seulement renforcer la visibilité et l'employabilité dans les industries culturelles, mais aussi contribuer à la diversification économique de ses États membres en soutenant des projets novateurs et des infrastructures culturelles régionales. Pour ce fonds, plusieurs disciplines ont été retenues, notamment les arts visuels, le livre et l'édition, la musique enregistrée, le cinéma, l'audiovisuel, le multimédia et jeux vidéo. Tous ces secteurs sont concernés par le fonds Crédit Culture UEMOA. Et ce sont les entreprises. Ce ne sont pas des individus, ce sont les entreprises. Ce ne sont pas les associations qui sont directement visées, mais ce sont les entreprises. Et ce n'est pas de la subvention directe. Le constat qui a été fait, c'est que on ne peut pas développer le secteur de la culture qu'avec les subventions. Certes, elles ont leur place, elles ont leur raison d'être, mais elles ne suffisent pas pour développer le secteur de la culture. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler à permettre à un investissement concret, un investissement renforcé dans le secteur de la culture. Et cet investissement dans le secteur de la culture peut se faire que si les entreprises du secteur sont viables, si les entreprises du secteur sont bien gérées et si elles sont crédibles. Dans un contexte où les industries créatives et culturelles jouent un rôle central dans l'expression identitaire et la promotion de la diversité culturelle, ce fonds incarne une approche nouvelle et intégrée. Nos acteurs culturels aujourd'hui sont riches dans leur créativité. Ils ont d'ailleurs, on l'a dit au cours de nos débats, devancé l'intégration. Et aujourd'hui, en le mettant à leur disposition un mécanisme de financement innovant, qui est un fonds sur la culture, cela nous permet aussi de démontrer que la Commission, que notre Union est aussi à l'écoute des besoins de nos populations et particulièrement de nos artistes. Un regard particulier sera porté sur le secteur de la mode qui a une valeur identitaire très forte
pour l'UEMOA. C'est un pas en avant pour faire des industries culturelles et créatives un moteur de développement économique dans l'espace UEMOA. Novembre 2024, mois consacré à l'entrepreneuriat au Bénin. L'initiative est à sa première édition et vise à mettre en lumière et promouvoir le rôle des entrepreneurs dans le développement économique et social. Le desk économie de la rédaction se penche sur la thématique et fait focus sur les premiers pas d'un créateur d'entreprise. Que faut-il savoir pour l'essentiel? Éclairage avec Alexandra Diotan. Créer, gérer, diriger et développer une entreprise, c'est à cela que renvoie l'entrepreneuriat. Tout pas de l'idée d'une offre de produits ou de services. Quand vous avez une bonne idée et quand il y a un marché qui est disponible, les portes des ressources financières s'ouvrent plus facilement. Le but ultime doit être la finalité du produit ou du service que vous mettez sur le marché. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que ça permet de satisfaire les besoins d'une certaine catégorie de personnes? Est-ce que ça permet de résoudre un problème dans votre communauté? L'étape suivante, la conception du business plan. C'est une présentation du projet d'entreprise qui renseigne entre autres sur les chiffres d'affaires attendus. Un document important dans la mobilisation du financement. Il y a tout un système aujourd'hui qui est disponible pour vous accompagner, surtout avec l'arrivée du guichet unique que l'État met en place, l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises que l'État a mis en place. Ils sont là également pour accompagner les jeunes entrepreneurs à avoir accès au marché, à concrétiser leurs idées. Bien évidemment, vous devez commencer à produire. Il y a que vous avez besoin du fonds de roulement pour les premières productions. Et ça, une subvention peut vous aider ou un crédit bancaire peut vous aider. La première difficulté pour tout entrepreneur, c'est d'abord le financement. La question du financement reste une préoccupation majeure. Le taux d'intérêt au niveau des banques ne nous arrange pas trop, parce que c'est à un taux de 12%, voire plus. Or, dans d'autres pays, qui sont des pays concurrents qui envoient également le produit ici, ils ont des taux bonifiés. Pour aller vers les banques, ce qu'on nous exige pour pouvoir réellement contracter des prêts, c'est énorme. Maintenant, si vous êtes un jeune entrepreneur, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous êtes difficile parce qu'on vous demande des titres fonciers, on vous demande des cautions, c'est le genre de cautions que vous n'avez pas. Donc, on se dirige d'abord vers les microfinances pour pouvoir faire ses prêts, pour pouvoir se lancer. En tant qu'ancienne banquière, j'estime que la plupart des entreprises, bien souvent, sont amenées à solliciter du prêt. Est-ce que c'est en phase de démarrage? Ce n'est pas forcément le meilleur outil, mais à un moment, un prêt, pour tout type d'entreprise, peut faire du sens. Il s'agit de savoir qu'est-ce que le prêt va financer. Est-ce que c'est un équipement? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est du fonds de roulement? Tout ça, ça s'étudie justement en fonction des besoins. L'une des possibilités, c'est de vraiment se diriger vers la microfinance, par exemple. Ça leur permet quand même de démarrer une certaine activité et de créer un historique de remboursement. L'année passée récent, il faut remarquer que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs ont reçu des subventions, ont reçu des ressources, mais n'ont pas investi dans l'entreprise comme cela se doit. Ils sont allés acheter du terrain, ils sont allés acheter des voitures, ils se sont mariés avec. Finalement, le résultat attendu quand ils ont eu le financement, ce résultat n'était plus au rendez-vous. Ce sont des erreurs à ne surtout pas commettre, au risque de condamner l'entreprise à la faillite. Les spécialistes recommandent aux jeunes entrepreneurs de se faire former dans les domaines de management des ressources et de la gestion des finances. Une halte dans ce journal pour honorer une figure des médias du Bénin. 20 ans déjà que nous a quitté René Menho-Dossam, parmi les pionniers du régulateur des médias au Bénin, la HAC. Un souvenir marqué par une messe et un déjeuner dans sa ville natale, Grand Popo. Le premier président de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, a laissé son empreinte dans les cœurs et les mémoires. Témoignage, Évariste Zomarou, Samira Tchabi-Mané. Puisque rien n'est plus vivant qu'un souvenir, les enfants, parents et amis de feu René Menho-Dossam
se souvient de l'illustre disparu, premier président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et l'honore 20 ans après. Au moment où j'ai pensé à lui pour cette journée, 2 mots me sont venus, bâtisseur et solidaire. Papa, il y a 40 ans, nous disions un jour, Grand Popo sera la Riviera du Bénin. C'était un visionnaire, mais c'était aussi un homme d'action. Les témoignages sur l'homme, aussi bien à l'église catholique Saint-Joseph de Grand Popo qu'à la place Novicia, rappellent ceux de l'homélie du jour qui parle de la veuve de Sérepta dans Roi 1, chapitre 17, verset 14. Si vous écoutez le texte de base de l'homélie ce matin, qui parle de cette veuve de Sérepta, nous avons vu à l'œuvre le président Dossa qui avait du cœur, parce qu'il fallait mettre en place tous les instruments. C'est un hommage mérité et nous voudrons prier les uns et les autres à prendre exemple sur le président Dossa. Retenons d'abord son humilité, sa convivialité, sa manière de rassembler les amis. Il avait un esprit très festif. Donc c'est ce qu'il nous a légué, raison pour laquelle nous ne saurons l'oublier et nous sommes venus à côté de ses enfants. Un anniversaire de décès célébré autour d'un déjeuner causerie rappelant les bons souvenirs de l'homme. René Meïro Dossa, premier président également de l'association Novicia de Grand Popo, restera à jamais dans les mémoires à travers la salle polyvalente de l'association, désormais qui porte son nom. Et véhiculé partout dans le monde. Son amour pour les autres se traduit depuis 5 ans à travers l'association Vialé qui soutient la scolarisation de plus de 150 enfants démunis de Grand Popo. Écho de l'étranger, tout de suite. Après les inondations qui ont dévasté son village dans le nord-est du Sénégal, Kadiatoussi se sont abandonnés par le gouvernement à quelques jours des élections législatives anticipées. Les dégâts des inondations et le chômage des jeunes font partie des nombreux défis auxquels est confronté le gouvernement. Cette Sénégalaise de 28 ans fait partie des milliers de personnes déplacées dans l'est et le nord du pays par la crue du fleuve Sénégal à la suite de pluies torrentielles. Avec sa maison, de vastes étendues de terre ont été submergées et le gaille-pain de nombreux cultivateurs anéantis à cause des débordements pendant la saison des pluies. Le gouvernement installé en avril, après la victoire du duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko à la présidentielle, va devoir gérer cette urgence en plus du coût de la vie et de l'émigration clandestine. Ces législatives sont convoquées le 17 novembre prochain, suite à la dissolution du Parlement élu en 2022. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont commémoré sur les Champs-Élysées à Paris le 106e anniversaire de l'armistice de 1918. Les deux dirigeants ont également célébré le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, signé le 8 avril 1904. Pour aplanir les différends coloniaux, Emmanuel Macron et Keir Starmer se sont également entretenus en début de matinée à l'Élysée sur la situation de l'Ukraine et ont réaffirmé leur détermination à soutenir Kiev de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire, alors que la poursuite de l'aide militaire des États-Unis semble plus que jamais remise en question avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La ministre allemande des Affaires étrangères met en garde contre le risque de voir Vladimir Poutine profiter de la période de transition aux États-Unis pour pousser la guerre à son avantage en Ukraine. Son message s'adresse aussi bien aux États membres de l'Union européenne qu'à l'Allemagne, où le flou règne sur la date des élections anticipées après la rupture de la coalition d'Olaf Scholz la semaine dernière. Tout ce que l'Europe peut apporter au soutien de l'Ukraine doit être mobilisé maintenant, a déclaré la ministre, insistant sur le renforcement de la défense aérienne du pays qui se trouve dans une phase décisive de la guerre menée par la Russie. Merci à Brice Deogracias Menaï pour ce tour à l'étranger. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.